On est dans un contexte de guerre qui dure depuis plus de 30 ans. En revanche, le parc amène quelque chose de super positif et la population là-bas en a conscience qui me dit mais en fait, en face de moi, j'ai 24/24, 7 sur 7, les puces qui chauffent, les machines qui produisent cette chaleur. C'est de la chaleur fatale qui peut être utilisée pour faire un truc. Et on a réussi à passer la production de fèves de cacao de 4 tonnes à 44 tonnes par mois grâce à ce procédé. En termes de compétences et de connaissances, si on trace un cercle de 1000 km autour de nous, on est les seuls à faire ça dans ce pays et autour. On négocie un prix d'électricité qui est vraiment bas et avantageux. Ça reste Tu peux le dire ou pas le prix? Oui, on est à... On fait partie de la fourchette la plus basse mondiale avec ce prix-là. Ça leur permet de payer les salaires des rangers, de payer de nouveaux projets de développement et de développer aussi le réseau électrique. L'usage principal du mineur n'est plus de miner. L'usage principal, c'est... Tu sais comment ils sont faits ces bonbons? T'as déjà goûté le goût du Bitcoin? Mais voilà. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous sur la chaîne de BitStack. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Charbonnel. Thomas Charbonnel est mineur de Bitcoin. Il opère en particulier au cœur du plus grand parc naturel d'Afrique, le parc des Virunga. On va discuter ensemble de sa vie de mineur, de l'impact du minage sur l'environnement et sur les communautés locales en particulier. Thomas Charbonnel, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a la chance de t'avoir avec nous pour cet épisode puisque tu habites aujourd'hui au Congo les 3/4 de l'année. Donc tu as pu passer entre deux passages en France nous voir. Tu vas pouvoir nous raconter les chantiers sur lesquels tu travailles sur place et puis leur impact en particulier pour les communautés locales. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, du coup, je suis Thomas Charbonnel, mineur de Bitcoin, comme tu l'as si bien dit. Du coup, j'ai découvert Bitcoin en 2012. Donc, à l'époque, je me posais des questions sur le fonctionnement de la monnaie, comment ça fonctionne. Je m'intéressais un petit peu à la bourse aussi. Et quand j'ai lu le livre blanc de Bitcoin, j'ai vu toute la dimension technologique qu'il y avait derrière et le fait de pouvoir connecter ses propres ordinateurs pour sécuriser un réseau indépendant, etc. Et donc j'ai commencé à geeker avec de vieux ordinateurs que j'ai branchés dessus, des cartes graphiques, j'ai participé à l'ICO d'Ethereum en 2016, et puis voilà, puis en fait tout s'est enchaîné, j'ai rencontré mon associé en 2018, avec lequel j'ai repris des parts dans sa boîte, et donc je suis passé de ma chambre à une vision un peu plus large voilà, sur le spectre du mining. Alors depuis ce moment-là, tu es mineur de Bitcoin professionnel. Avant d'être mineur, tu as fait plein de choses. C'est quoi ton parcours? Alors oui, j'ai eu plusieurs vies. Du coup, j'ai été formé par les compagnons du devoir j'ai été tapissier décorateur. Donc je travaillais dans les châteaux. J'ai travaillé à Dubaï pour l'aéroport privé du président d'Abu Dhabi. On a habillé des murs en soie sauvage de 8 mètres par 6 mètres. Voilà, j'ai voulu reprendre un atelier quand j'avais 22 ans, ça s'est pas très bien passé, j'étais peut-être un peu jeune pour gérer tout ça. Puis à côté de ça, ma grosse passion c'est la musique, donc j'ai repris des études pour être ingénieur du son. Donc j'ai eu la chance d'être formé par Jean-Marc Chinois, qui est l'ingénieur du son qui a révélé Manu Chao par exemple, les Négresses Vertes, la Mano Negra. Donc j'ai eu une vie faste pendant quelques années, mais je gagnais pas vraiment bien ma vie. En parallèle, je faisais de l'informatique depuis toujours en tant qu'autodidacte, et je m'intéressais beaucoup à Bitcoin et donc au minage. Et voilà comment je suis arrivé un petit peu là. Donc j'ai repris des études en informatique pour travailler chez Atos, Capgemini. Et c'est par ce biais-là, j'ai un de mes managers qui m'avait débauché pour faire de la recherche et développement sur la blockchain. Donc c'était la belle époque de blockchain bullshit, IBM et compagnie. Et j'ai rencontré Adrien comme ça par ce biais-là, parce que j'avais mon bureau, tout ça, et je cherchais des partenaires. Et puis quand je suis tombé sur un mec qui mine à Bordeaux, j'ai fait c'est pas possible, il faut que je l'appelle. Et il était à 300 mètres de là où je bossais. Le soir, on s'est retrouvés, il y a un genre de VNB, un petit bar à bière à côté. Ils nous ont virés jusqu'à la fermeture parce que grosse connexion, quoi. Voilà. Le parcours Adrien, tout ça. Et c'est ainsi que tout a commencé. Comment ça s'est passé depuis 2018, les partenariats, les rencontres, les associations, les différents pays, où est-ce que tu travailles, les gens que tu as rencontrés, etc. Alors du coup, tout a commencé avec Adrien, donc j'ai rencontré Adrien en 2018, qui avait monté Gwensas donc en 2017 avec un autre associé, mais qui lui n'était pas technique, c'était juste financier on va dire. Et quand il a vu toute l'énergie que j'avais là-dedans, m'a proposé donc de reprendre les parts de Paul, cet ancien associé, pour pouvoir développer Gwensas un peu plus. Donc à ce moment-là, il y avait 800 et quelques machines des S9 qui étaient à Pau, donc en France. Et 2018, le Bitcoin se casse la figure. Donc là, il faut réfléchir intelligemment et se dire où trouver de l'énergie la moins chère possible, puisque c'est le nerf de la guerre dans le mining, c'est vraiment de trouver de l'énergie pas chère. Et donc ça nous a mené au Kazakhstan, là où on a fait la connaissance de Sébastien Gouspillou. Le projet s'est pas forcément bien passé, mais à la suite de ça, 2020, on a eu donc l'opportunité de développer dans le parc des Virunga, donc la rencontre avec Emmanuel de Merode, tout ça, on pourra y revenir un peu plus en détail après, mais tout s'est enchaîné comme ça. Et donc après, il y a eu un développement au Paraguay, un développement Congo-Brazzaville, au Brésil actuellement. Mais moi je suis focus sur la partie Congo. Depuis 2020 qu'on a commencé à mettre les 2 premiers containers là-bas, je suis focus sur le Congo et je suis tombé amoureux quoi, vraiment c'est... Du coup parlons-en maintenant. Comment vous êtes arrivé au Congo? Comment toi tu t'es retrouvé
embarqué dans ce projet à des milliers de kilomètres de chez toi. Peut-être que tu t'y attendais pas forcément. Qu'est-ce qui a généré l'étincelle pour ce projet? Alors effectivement, sur la liste des pays à visiter dans ma vie, il n'apparaît pas sur la liste, le Congo, parce que quand tu regardes tout ce qui se passe, c'est zone rouge, zone de guerre, c'est à feu, à sang, enfin voilà, faut être neuneux pour aller là-bas en vacances. Et en fait, bon, on y allait pour le boulot parce que le parc Virunga, donc qui est le plus vieux parc d'Afrique, se bat contre la déforestation, parce que la seule source d'énergie que la population a aujourd'hui, c'est le makala, en swahili le charbon de bois. Et donc pour faire du charbon, les Congolais brûlent la forêt qui est l'habitat naturel des gorilles. Et donc au fur et à mesure du temps, la forêt s'amoindrit, l'habitat naturel des gorilles également. Et donc l'idée d'Emmanuel de Mérode, donc, qui est un des princes de la famille belge de Mérode, un prince de Belgique, c'était donc de trouver une autre source d'énergie à amener à cette population, plutôt que de faire de la pédagogie qui servira à rien, et donc trouver des subventions pour construire des centrales hydroélectriques au fil de l'eau. Parce qu'on a le fleuve Congo qui passe là-bas, qui est plus puissant même que le Nil, et donc du coup on a une source à profusion. Paris Virunga, pour situer, on est où? On est à l'est du Congo? Afrique de l'Est, oui, tout à fait. C'est à côté du Rwanda. Voilà. Moi, je réside à Goma, c'est là où j'ai la maison, etc. On est à la frontière du Rwanda, vraiment, c'est à 10 minutes de chez moi. Et donc, nous, c'est en remontant un peu plus dans la zone nord, donc on est dans la zone Nord Kivu, on l'appelle, et donc voilà, et donc on évolue dans toutes les zones différentes du parc. Et Ivingu, c'est vraiment dans le grand nord de la zone du parc. Donc, c'est Emmanuel de Mérode qui avait cette problématique sur place, qui souhaite régler avec des centrales hydroélectriques. Comment vous le rencontrez et pourquoi est-ce qu'il pense à vous? Alors en fait, on a fait la connaissance du fabricant des turbines des centrales hydroélectriques qui sont montées là-bas au Congo, donc une vieille société française, et qui fait part de cette problématique qu'une fois que la centrale sort de terre, qu'elle peut produire de l'énergie, il faut créer un réseau si on veut que les gens puissent la consommer. Et créer un réseau, ça coûte bien plus cher que l'infrastructure elle-même de la centrale. C'est du câble, des poteaux, du béton. Et donc, pour créer le réseau, la centrale a besoin de gens qui puissent venir directement consommer l'énergie produite au pied de la centrale pour créer cette manne financière et donc aider au développement. Et donc, la première rencontre a été donc au château de Mérode à Angers, avec Adrien, mon associé, Sébastien, le fabricant des turbines, un ingénieur de l'Union européenne qui gère les projets des centrales et donc de Mérode. Et là, tout a commencé à se discuter comme ça. Tout est parti sur un gentleman agreement, hein, donc c'est voilà, on se crache dans la main et c'est parti, quoi. Et donc on a commencé par mettre 2 containers là-bas qui étaient en test, puisque la centrale, pour démarrer, elle avait besoin de charge. Donc de manière classique, ce qu'on utilise pour les centrales… La centrale, juste pour s'arrêter sur ce point-là, chronologiquement, là, la centrale, on parle de la centrale d'Ivingu, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Cette centrale, elle a été construite quand, comment, avec quel argent? Alors, le chantier, ça a été de 2017 jusqu'à 2020, si je ne dis pas de bêtises. L'argent, c'est des subventions de l'Union européenne. Je crois que Warren Buffett a participé aussi, donc il y a eu plusieurs donateurs qui ont participé à ça. Et donc, nous, on est arrivé vraiment sur la fin de ce chantier, donc la centrale était en capacité de produire. Mais pour pouvoir étalonner toute la machinerie et faire les premiers tests, etc., la centrale, elle a besoin de charges qui soient captées dessus. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a installé les 2 premiers containers. Les containers qu'on avait mis, on est à peu près à 1,2 MW. Donc, il y avait 2,4 MW qui prenaient l'énergie pour leur permettre de faire les premiers tests. C'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, on était dans une belle période où le minage était assez sexy. Et donc, ça les a encouragés à continuer pour monter en charge un peu plus, puis un peu plus. Donc, on a installé 4 autres containers. Donc, on est monté à 6 containers. Le parc avait son propre container aussi pour pouvoir financer les rangers, financer les initiatives, le développement. Et en fait, nous, on a continué de développer donc, avec notre société, avec BBGS. Donc pour faire le petit parallèle, BBGS, on cherche à travers le monde les sources d'énergie excédentaires pour proposer nos solutions clés en main en installant des containers de mining. Et derrière, donc l'autre société initiale dont je parlais tout à l'heure avec Adrien Gwensas, on s'occupe de fournir une solution clé en main à qui souhaite produire son Bitcoin plutôt que de l'acheter sur les marchés. Et donc en fait, quand on envoie les machines des clients chez le partenaire, c'est nous-mêmes aussi le partenaire. Donc de bout en bout, et je ne connais pas d'autres boîtes en France actuelle qui fabriquent ces fermes depuis le début, génie civil, qui emploie les personnes et qui les forme, et qui gère tout de bout en bout jusqu'aux clients finaux. Nous, en gros, on ne dépend d'aucun partenaire chez qui on envoie les machines, et après, au petit bonheur la chance, si ça se passe bien de l'autre côté ou non. Nous, on a vraiment la main de A à Z, et on construit tout, et on gère tout comme ça. La situation, donc en 2020, on est sur la fin de la construction de cette centrale. Il y a en 2020, comme chacun le sait aussi, le Covid qui arrive, qui a fermé les frontières. J'ai vu dans un article assez connu de MIT Technology Review qui a travaillé sur le sujet du minage au Congo, que à ce moment-là, Emmanuel de Mérode, il se dit mais en fait le parc va mourir parce que là on n'a plus de subventions, on n'a plus de tourisme, on n'a plus rien.
Et c'est dans ce contexte-là que le minage de Bitcoin est particulièrement adapté pour venir manger, entre guillemets, des surplus dont on ne sait pas quoi faire d'une centrale qui a déjà été construite, mais sans le réseau afférent. Toi, quand tu arrives au Congo, peut-être avant de rentrer dans le minage, le parc des Virunga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Pourquoi c'est si important et qu'est-ce qui se passe sur place? On a dit tout à l'heure, la situation, ce n'est pas l'endroit où tu mettrais sur ta carte pour aller sur le tourisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur place en ce moment et depuis maintenant plusieurs décennies? Donc en gros, le parc Virunga, c'est le plus vieux parc national d'Afrique. Il a fêté ses 100 ans là, en 2025. On est dans un contexte de guerre qui dure depuis plus de 30 ans, où en gros, il y a des rebelles, le mouvement s'appelle M23 en fait, qui essaye justement de reprendre un peu le contrôle, de soulever le gouvernement actuel en place. Et tout se passe dans la zone Nord Kivu, là où se trouve le parc et là où on se trouve. La plupart de ces miliciens se financent en fait en faisant des mines illégales de coltan, de cobalt, d'or. Il y a du braconnage beaucoup aussi. Le trafic de Makala également. Ils vont racketter les producteurs de cacao et d'autres productions. Donc on est dans un contexte qui est assez dégueulasse quand on arrive là-bas. Et en revanche, le parc amène quelque chose de super positif et la population là-bas en a conscience. Tout le monde a énormément de respect pour toutes les initiatives qui sont mises en place par Demerode et par Virunga en soi, puisqu'on crée énormément d'emplois locaux. On aide pour les communautés locales dans plein de domaines, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour créer des business pour les femmes, les veuves, les microcrédits. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont mis en place et qui aident. Et on va justement revenir sur toutes ces initiatives les unes après les autres. Pour l'instant, restons sur la partie minage. Donc, cette centrale à Vingu, on l'a dit, est construite. Le réseau ne l'est pas. Il y a donc une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire vertueux. Alors, en amont, et pour l'instant, on a une centrale qui ne produit rien puisqu'elle n'a pas de consommateur. Le mineur de Bitcoin que tu es arrive et dit en fait, nous, on peut se poser sur place et on va acheter votre électricité et on va produire des Bitcoins et ça va servir à financer le réseau qui ensuite aura des conséquences positives évidemment pour le coup, cercle vertueux ici. Comment ça marche concrètement? Tu l'as dit, c'est des conteneurs, c'est comment tu amènes le matériel sur place, est-ce qu'il est produit sur place, est-ce qu'il est amené d'ailleurs? On parle tu le disais, de 2 conteneurs, puis de 6 conteneurs. Raconte-nous en détail comment ça se passe, tout ce procédé qui vise à rendre la centrale viable économiquement pour ensuite pouvoir distribuer cette électricité aux populations, puisque c'est l'objectif final. Alors du coup, on est monté en charge progressivement parce que la centrale a une capacité donnée, donc celle d'Ivingu en l'occurrence c'est 14 MW, donc on est limité par ces 14 MW. Donc on négocie un prix d'électricité qui est vraiment bas et avantageux, que ce soit pour Virunga ou pour nous, puisque ça reste... Tu peux le dire ou pas le prix? Oui, on est à 0,47, donc 4,7 centimes du kilowattheure. On fait partie de la fourchette la plus basse mondiale avec ce prix-là. À titre de comparaison, le consommateur moyen en France... On est à 25 centimes à peu près en France, 25, 27, 24, ça dépend des fournisseurs, mais on est autour des plus de 20 centimes, ça c'est certain. Donc ça reste quand même assez avantageux. Donc on identifie la capacité. Nous ensuite, les premiers containers qu'on a mis en place là-bas, ça a été de notre conception, c'est-à-dire qu'on a des containers 40 pieds dernier voyage, donc qui sont plus en état pour pouvoir reprendre le bateau. Donc on les achète, ils sont livrés sur place avec tout le matériel qu'il y a dedans. Le matériel qu'il y a dedans nous permet d'en construire 3 ou 4 autres. Et donc en fait, on découpe le conteneur sur place, on installe les grilles, ensuite on installe des étagères à l'intérieur, donc les racks, et puis ensuite il y a tout le câblage électrique, donc il y a 2 armoires électriques qui répartissent, chaque machine une prise, un disjoncteur, donc il y a quand même pas mal de boulot d'électricité à faire, de câblage, etc. Il y a tout le réseau à mettre en place aussi pour que les machines puissent atteindre les calculs via Internet, donc des switches, des câbles réseau, une machine, un câble réseau aussi, donc ça fait quand même pas mal de câbles à faire. Ça c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'au milieu du Nord Kivu, dans le parc des Virunga, vous avez Internet? Oui, alors à la base, quand on a commencé en 2020, Starlink n'existait pas encore, donc on utilisait des VSAT. C'est des connexions qui coûtent très cher, sur lesquelles on a un nombre limité d'utilisateurs, avec une bande qui est allouée en fonction des heures. En gros, ça nous coûtait quasiment 3 000 $ par mois pour 2,5 mégas avec 600 millisecondes de latence. Ce qui est vraiment pas folichon du tout. Il faut imaginer un coureur qui est très lent et qui a un tout petit sac à dos. Voilà.
Avec Starlink, on a un coureur qui va très vite avec un énorme sac à dos. C'est la latence et les paquets qu'on peut avoir pour faire le parallèle. Donc quand Starlink a vu le jour, on a foncé sur l'occasion. Le Congo n'était pas dans les pays partenaires de Starlink, donc on l'a fait venir au Rwanda chez un ami. On a activé l'option globale pour pouvoir se déplacer avec, on l'a amené sur la ferme avec l'option globale activée et on a tenu comme ça pendant à peu près 1 an. Sauf qu'ils sont partis un peu à la chasse aux sorcières, ils ont vu que pas mal de gens faisaient ça et donc ils ont strike toutes les connexions Starlink. Donc là on s'est retrouvé à devoir rebasculer sur du vieux V7 qui nous coûtait très cher, etc. Mais oui, c'est assez compliqué dans des zones comme ça d'avoir Internet. Donc on a toujours 2 ou 3 connexions en backup, on fait du load balancing on appelle, donc ça switch de l'une à l'autre pour toujours avoir une bonne performance. Et voilà. Donc aujourd'hui on a du Starlink, on a la ligne fibre qui vient de Goma, et on a encore une ligne V7 qui nous sert en cas d'intempérie, quand Starlink ne fonctionne pas. Voilà. Mais on est toujours avec 3 connexions backup, parce que si la connexion est perdue, les machines n'ont pas de calcul, et donc c'est une perte de charge d'un coup pour la centrale, ce qui peut être assez dommageable pour toute l'exploitation. Parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes alimentés. Maintenant, l'argent qui a été amené a permis de créer donc des lignes. Et donc maintenant, il y a des consommateurs. Même si c'est dérisoire par rapport à ce que nous consommons, la partie population, mais ça tend à grandir et à grossir. Donc s'il y a un problème d'Internet, ça coupe la centrale, parce que nous, on représente la plus grosse charge. Et donc pour éviter les emballements, voilà. Bref. Et donc, justement, partons de là. Aujourd'hui, ces revenus du minage, est-ce que déjà tu peux nous donner un ordre de grandeur? Combien d'argent le parc gagne grâce au minage de Bitcoin? Et ça sert à financer quoi? Alors, les montants exacts pour le parc, je ne peux pas en parler, mais en tout cas, ça leur permet de payer les salaires des rangers, de payer de nouveaux projets de développement et donc de développer aussi le réseau électrique. Donc, si le parc a continué d'investir là-dedans et de pousser en ce sens, c'est bien que c'est prolifique pour eux. Enfin, j'imagine qu'on ne continue pas quelque chose qui nous fait perdre de l'argent. Donc du coup, le parc continue d'investir là-dedans. D'ailleurs, c'est un petit parallèle, mais ça fait depuis à peu près 1 an maintenant que je travaille en interne pour le parc directement, pour les projets de consulting sur le séchage de cacao, de blé, de poteaux d'eucalyptus. Enfin, on pourra en développer un petit peu après. On peut faire la transition. Ce qui est passionnant avec ce projet, on l'a dit, c'est une phrase que tu as fait tienne dans un certain nombre de conférences, qui est la phrase de Lavoisier de mémoire, hein, mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, puisque tu l'as dit à l'instant, vous vous posez à la centrale d'Ivingu, au départ vous êtes là pour récupérer l'électricité dont personne ne peut ou ne veut avoir accès, mais quand on mine, on fait de la chaleur. Et là, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire de cette chaleur? Et en fait, toi, tu te dis, on ne va pas la perdre, cette chaleur, on va l'utiliser, elle doit bien servir à quelque chose. C'est quoi les différents projets que tu as mis en place? Parce que c'est hyper intéressant de voir que, au départ, vraiment, il y a ce côté quasiment effet papillon, hein, c'est on se pose avec un conteneur, et puis en fait, on a un impact qui peut être exceptionnel pour une communauté. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette chaleur? Alors, pour la chaleur, c'est drôle, parce que pour l'anecdote, en fait, je passais l'été chez un ami à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On était à la plage et puis il me sort une pochette de bonbons qu'on voit dans les caisses, ça s'appelle Nature Addict. Et dedans, je reconnais que c'est pas du tout les bonbons Nature Addict en fait. Et je dis, mais c'est quoi ton truc? C'est hyper bon ce que tu as fait. Et là, il m'explique en fait le processus du séchage. Donc il a un déshydrateur chez lui où il mixe des purées de fruits et en fait, il récupère ça au bout d'une dizaine d'heures et ça fait comme une pâte de fruits, mais avec le concentré, avec tous les nutriments. Et donc là, bon, bref, je goûte ça sur la plage, je découvre le cuir de fruits, il monte le déshydrateur, c'est intéressant. Et puis en septembre, je pars à Ivingu, donc je bosse. On était en train d'aménager la baie de brassage, donc là où on a tout le cœur du réseau. Et la partie arrière de la baie de brassage, elle est au niveau de là où il y a la chaleur des machines qui est expulsée. Donc il fait à peu près 55 degrés, soufflé hyper fort. Donc toutes les 10 minutes, j'ai la tête qui tourne. Je sors de là en mode, je suis défoncé par la chaleur. Et je pense à mon pote avec son déshydrateur et je me dis, mais en fait, en face de moi, j'ai 24/24, 7/7, les puces qui chauffent, les machines qui produisent cette chaleur, et on n'en fait rien. C'est de la chaleur fatale qui peut être utilisée pour faire un truc. Et donc du coup, je pense au déshydrateur, je vais au marché à côté, acheter un ananas, je monte au camp, je le mixe dans un bac en inox, je mets tout ça à l'arrache, hein. Je pose ça derrière les machines. Et le lendemain matin, je viens récupérer le truc, ça avait fait une petite pâte que je commence à gratter, je les mets en petite forme de petits cubes comme ça et je goûte et je me dis mais c'est incroyable, c'est trop bon. Et tout était concentré, et là je fais goûter aux gars de mon équipe et tout le monde me dit monsieur Thomas, vous avez rajouté du sucre, du miel, je fais rien du tout, c'est l'ananas 100%. Et là je vois tout le monde vient goûter, tout le monde se resserre, tout ça, je me dis là je tiens quelque chose. Et en fait l'avantage
Tout a découlé à partir de ce truc-là, où après j'ai acheté des bouquins pour comprendre comment les fruits se comportaient, comment faire certaines compotées plutôt que d'autres. Et donc à chaque fois que j'allais là-bas, je faisais acheter plein de fruits et je testais. Donc du séchage comme ça, mais complètement à l'arrache, sans normes d'hygiène, enfin c'était comme ça, tu vois. Et là où c'est génial pour le Congo, c'est que c'est un pays où on a 2 fois 2 saisons. Je m'explique par là, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il va pleuvoir, 3 mois il va faire beau, 3 mois il pleut, 3 mois il fait beau. En gros, tu as 2 récoltes dans l'année. Et sauf qu'ils n'ont aucune technique de conservation, dans un pays où en plus les gens crèvent de faim, c'est un peu dommage. Et donc l'idée, c'était de récupérer les surproductions des producteurs. Donc à la fin du marché, tu vas aller voir, ah, ça c'est pas très joli, ça tu vas pas le vendre. Ben, moi j'ai une solution pour toi, si tu veux, je te le reprends à tel prix. Et donc du coup, ça fait un peu comme une coopérative. Et c'est sur ça que tout a changé. Il y a plein d'autres projets là dont on va parler qui sont liés à ça. Mais en gros, voilà, l'idée du séchage, c'est venu de ce séchoir, de mon pote qui me fait découvrir cette technique. Moi qui suis derrière mes containers, qui me dit, mais j'ai des séchoirs gigantesques en face de moi, il faut faire quelque chose de cette chaleur. Et donc de test en test, voilà comment l'idée est née. Et en fait, ça a plu à Domerode, qui m'en a parlé pour la chocolaterie, parce qu'ils avaient un gros problème de séchage de fèves de cacao. En fait, les fèves de cacao, historiquement, ça se sèche au soleil, on met ça sur des grands draps, et donc sur des centaines de mètres, tu as des draps remplis de fèves de cacao. Sauf qu'on est dans une zone orageuse, humide, où il pleut souvent, et donc dès que la pluie tombe, tu vois les vendeurs à la sauvette à Paris avec leur Tour Eiffel et tout ça. Et ben c'est la même chose qui se passe là-bas, c'est qu'ils sont tous en train de vite replier les draps qui sont à moitié déjà humides, et ils empilent tout ça. Sauf que le temps que la pluie passe, etc., en fait, ils ne sèchent jamais vraiment bien leurs fèves. Il y a beaucoup de fèves qui pourrissent. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver, à partir du moment de la récolte et que les fèves arrivent, bypasser toute cette étape de stockage, ou du moins raccourcir cette étape de séchage au soleil, parce qu'il y a quand même une partie qui est obligée, voilà, c'est pour le séchage de la fève, il y a une partie qui est obligée d'être faite au soleil. Et nous, on a donc acheté un déshydrateur industriel, donc c'est un séchoir industriel plutôt, c'est comme une grosse machine à laver qui fait plus de 2 mètres de long, avec dedans un gros tambour percé. À l'entrée, on met les fèves dedans, donc on vide les sacs de fèves, ça tourne tout doucement, et il y a la chaleur des machines du container qui est juste à côté, qui est balancée là-dedans, et en fait, à la sortie, on a des fèves qui ont le bon taux d'humidité, qui sont séchées correctement, prêts à partir pour la chocolaterie, à être exploitées. Et on a réussi à passer la production de fèves de cacao de 4 tonnes à 44 tonnes par mois, grâce à ce procédé. Tu as décuplé la production de cacao. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, juste par une idée du séchage, et donc tout a découlé après de ça. La minoterie aussi, pareil, pour le séchage de blé. Je t'en prie, parle-nous de la suite. Donc du coup, donc là, je suis revenu au Congo principalement pour finaliser ce projet de la chocolaterie qui avait été entrepris 2 ans plus tôt, mais qui n'avait pas avancé. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont recontacté à la base. Donc on a mis ça en place, aujourd'hui ça fonctionne, ça tourne. On a installé juste avant que je m'en aille, là, il y a une semaine du Congo, un autre container à Lubero, donc c'est un endroit où le parc a investi dans une minoterie, donc pour faire de la farine. Une fois le grain dans les silos, il doit avoir un certain degré d'humidité pour pouvoir bien passer dans les machines et finir en farine. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils stockent ça dans des gros hangars. Pareil, les sacs, ça pourrit. Ils vont pas assez vite en fait dans leur production, dans leur processus de production pour éviter ce stockage. Et donc l'idée, on a répliqué la même chose en fait que ce qui est fait à la chocolaterie, en mettant un container de mining, en canalisant cette chaleur autour de là où il y a les silos à grains pour que le grain atteigne son degré d'humidité beaucoup plus rapidement. Et donc au final, ils ont beaucoup moins de pertes. Là, ça vient juste d'être lancé la semaine dernière, donc on n'a pas encore le retour sur la production. Mais bon, j'ai bon espoir que ça soit très efficient. On s'attend à ce que quand tu décuples la production, non pas agricole, puisqu'à la fin la récolte reste la même, mais par contre la phase de conservation te permet de réduire, de diviser par 10 les pertes que tu as dans cet espace entre la production agricole et les bouches, entre guillemets. C'est absolument magnifique, ou en tout cas ça change la vie, je suppose, pour les populations locales en termes de prix, d'accès à la nourriture, de disponibilité de la ressource. Aujourd'hui, que ce soit, alors peut-être pour la farine, c'est pas encore en place, mais pour le cacao, ça veut dire quoi concrètement pour les gens localement de se dire, attendez, avant j'avais 4 tonnes, j'en ai 44, qu'est-ce que je fais de tous ces cacaos, pour reprendre une phrase connue? En fait, le parc n'était pas en capacité d'absorber toute cette production, et maintenant, avec le fait d'avoir boosté ce processus-là dans l'industrialisation du cacao, ça leur permet d'absorber donc tout ça. Donc au final, il y a une bonne partie de la population qui, malgré eux, revendait aussi à des milices leur production de cacao, comme je te parlais de raquettes tout à l'heure, etc. Ces gens-là, en fait, maintenant, ça leur donne un peu plus l'opportunité de pouvoir le vendre à Virunga directement, à un prix beaucoup plus juste, et être aussi protégés par le parc, parce que les gens qui sont tout autour, il y a comme un bastillon qui est fait pour les producteurs de cacao autour, pour éviter, donc là c'est les FDLR, il me semble, je sais plus, bon, il y a un groupe armé là-bas, mais c'est des impitoyables,
et qui vont racketter les gens, qui saccagent les gens dans les villages pour le cacao. Et donc ça permet à Virunga d'étendre son cercle de protection de ces populations productrices de cacao qui sont dans la zone. Et aussi éventuellement de faire de l'exportation. Je suppose qu'on peut acheter du chocolat Bien sûr. du parc. Ah ouais, je crois qu'ils ont un siège en Belgique ou à Londres. Dans les différents événements avec Seb, justement, on avait acheté des plaquettes de chocolat Virunga qu'on avait distribué un peu à tout le monde. J'avais eu l'occasion de Oui, goûter. à Surfing Bitcoin. Exactement, très bon. Donc je recommande à ceux qui nous regardent, si vous voulez acheter du chocolat séché par le minage de Bitcoin, vous pouvez prendre le chocolat du parc des Virunga et vous contribuerez d'ailleurs à soutenir l'écosystème local et les communautés locales. Fermeture de parenthèse. Tu vas parler aussi d'autres projets, d'abord sur le même aspect de séchage, la récupération pour tout ce qui est Artemisia. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, alors ça c'est un projet pour l'instant, mais donc avec la botaniste de Virunga, on travaille sur un projet pour adapter donc un petit séchoir. Donc ça ne sera pas un conteneur de 20 pieds, ça sera peut-être un modèle de 10 pieds ou alors juste une caisse avec 4x4 machines où on canalise ça avec une grosse gaine et ça fait comme une petite centrale à chaleur. L'idée là c'est aussi donc de réutiliser des machines qui sont aujourd'hui obsolètes et qui sont plus forcément rentables, mais qu'on a de stocker quelque part parce qu'il y a un problème mondial de traitement des déchets électroniques. Donc nous on est en capacité de les réparer, de les maintenir dans le temps et donc de les utiliser non pas comme juste du Bitcoin pour faire du minage de Bitcoin, mais juste une centrale à chaleur. On a le matériel, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc après, si on veut rigoler, le mettre en solo mining pour faire un ticket de loterie toutes les 10 minutes, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment produire des petites centrales à chaleur. Ce qui est marrant ici, c'est que pour ceux en plus qui minent chez eux, ce qui est mon cas par exemple, il y a vraiment ce côté où l'usage principal du mineur n'est plus de miner. L'usage principal, c'est de se chauffer. Et accessoirement, on participe à une loterie, puis si on a beaucoup de chance, ça se passe bien. Donc là, c'est pareil, tu dis que en fait, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit aux mineurs, de leur dire vous avez du matériel, en 2 ans c'est obsolète, etc. Alors je ne sais pas si c'est des chiffres sur lesquels tu t'accordes. Enfin, moi, les gens que j'entends, ils disent plutôt 5-7 ans, ou en tout cas, ça dépend de. Ouais, 3-5 ans, moi je dis ça dépend de la génération des machines et quand tu l'achètes. Mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est 3-5 ans, mais c'est 3-5 ans avant la deuxième vie en tant que chauffage en réalité. Et après, tu le réutilises pour continuer, pardon, je t'ai coupé, mais pour continuer justement sur la partie Artemisia. Exactement. Du coup, ouais, j'ai fait un petit parallèle parce qu'il y a ce procédé d'usage qui sert à plein d'autres projets également. Mais donc pour l'artémisia, voilà, l'artémisia c'est une plante, donc l'armoise commune, qui permet justement de soigner, ou du moins de réduire drastiquement les effets de la malaria. Et donc dans un pays comme le Congo, enfin paludisme, malaria c'est la même chose, c'est un fléau. Et donc du coup, d'apporter justement une solution pour que les gens puissent produire de l'artémisia, nous, qu'on puisse le sécher pour produire des médicaments avec, voilà, rien ne se perd tous ensemble encore une fois. Et en plus, on a un usage plutôt positif sur la santé des gens. Donc voilà, il y a l'artémisia. Voilà. Et puis il y a un dernier sujet dont tu m'avais parlé et qui permet de faire, c'est assez formidable parce que c'est vraiment la boucle, le cercle vertueux, c'est aussi les poteaux d'eucalyptus. On va revenir sur la partie électricité. Qu'est-ce que tu en fais de ces poteaux ce bois d'eucalyptus que tu vas ensuite sécher ? Alors, donc il y a dans le Grand Nord, je me rappelle plus l'endroit exact, mais il y a donc une usine qui produit donc des poteaux en eucalyptus pour faire le réseau électrique. Et donc aujourd'hui, ils brûlent en fait, ils font de la biomasse en fait pour pouvoir faire sécher leurs poteaux d'eucalyptus. Moi, l'idée, c'est de se canaliser sur là où ils font brûler leur bois, mettre des machines justement pour envoyer la chaleur nécessaire pour pouvoir permettre le séchage de ces poteaux. Donc jusqu'au bout du bout, rien ne se perd, tout se transforme, mais dans le cercle, là, on a encore bouclé la boucle parce que cette chaleur émise par des machines qui consomment de l'énergie qui était perdue excédentaire en attendant qu'un réseau puisse être créé, permettent avec cette chaleur donc de créer des poteaux pour justement créer ce réseau. Donc c'est assez fabuleux. Ouais. Donc du coup, actuellement, je travaille sur le projet d'une construction d'une nouvelle ferme un peu innovante. C'est qu'on utilise l'eau de la rivière et plus précisément l'eau qui est dans les conduites forcées qui vont jusqu'aux turbines pour pouvoir alimenter le refroidissement de ces machines-là. C'est-à-dire que normalement, des containers hydro-cooling, donc on utilise de l'eau pour refroidir, tu as besoin d'avoir soit une tour à côté avec de l'eau qui refroidit dedans et qui est soufflée, ou alors soit une pompe qui donc de la mécanique pour pouvoir aspirer l'eau et l'amener dans ton refroidissement de ton container. Là où on a été assez brillant, je trouve, sur ce projet, puisque je ne l'ai jamais vu ailleurs sur Terre, c'est qu'on prend la pression naturelle qu'on a dans les conduites forcées, donc on a 8 bars de pression. Moi, mon container, il a besoin de 0,3 bars. Et donc, du coup, avec des systèmes de réducteurs de pression et tout ça, on a fait un circuit d'eau qui est alimenté directement par les turbines, ce qui enlève complètement le risque mécanique, puisqu'on n'a plus besoin de mettre de pompe, on bénéficie juste de cette pression naturelle pour pouvoir refroidir les machines. Donc ça, c'est un chouette projet sur lequel je travaille. Il y a pour ambition de mettre 26 containers de mining là-bas. Là, j'en suis à 3 pour l'instant.
Il y en a 2 autres qui sont en train d'arriver. Donc voilà, on développe petit à petit. Mais bon, c'est un projet assez chouette voilà, que je suis sur lequel je suis content de bosser. Et il y aura d'autres usages peut-être qu'on n'a pas encore trouvés, mais qui vont aller encore plus loin dans cette réflexion. Dans les autres usages qu'on trouvera peut-être, je n'en doute pas étant donné la créativité qui est la tienne, mais il y a aussi tout ce qui est au-delà de l'usage de cette chaleur, il y a, je le disais tout à l'heure, l'effet papillon, c'est-à-dire une fois qu'on implante un conteneur, 2 conteneurs, 6 conteneurs de minage dans une centrale hydroélectrique au fil de l'eau qui a été construite par des subventions de l'Union européenne mais qui ne trouvait pas de débouchés, en fait on va créer une demande, financer un réseau, finalement sécher du cacao, décupler la production, sécher du blé, enfin de la farine, sécher de l'artémisia pour contribuer à lutter contre la malaria, sécher les poteaux d'eucalyptus qui vont permettre de déployer le réseau. Et en fait, oui, mais il y a des gens au bout. C'est-à-dire que les gens, peut-être à Goma, alors je ne sais pas si Goma est déjà connecté à la centrale ou des villages alentours, on arrive sur des vraies personnes qui vont vivre les changements directement des actions qui ont été portées dans cette centrale. À partir des projets que toi tu mènes, pas tout seul, hein, mais toi et ton équipe et les associés, il y a les conséquences à Goma. Tu m'avais parlé de projets avec l'université, et puis après peut-être de fonds de soutien que tu avais monté. On va peut-être commencer par l'université. Comment tu travailles aujourd'hui avec l'université de Goma ? Alors, l'université de Goma, j'ai eu la chance d'être présenté à eux par Gloire, donc Gloire qui avait lancé l'initiative Qui Éclair pour les sinistrés du Nyiragongo il y a quelques années. On fait peut-être un contexte sur donc Gloire Wanza Valéré, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui donc habite à Goma. Qui est à Goma. Et qui avait effectivement fait une levée de fonds. Je te laisse détailler peut-être sa levée de fonds. Oui, mais la levée de fonds s'appelait Qui Éclair en fait, où on pouvait faire un don pour les sinistrés du Nyiragongo. Donc il y a 3 ou 4 ans, il y a le Nyiragongo qui est un volcan en activité au Congo, à Goma, qui est rentré en éruption et qui a dévasté tout sur son passage et ça a laissé des milliers et des milliers de personnes sans foyer, sans rien. Et donc lui a créé cette initiative qui a été même relayée par Jack Dorsey. Enfin, ça a fait le buzz. Et du coup, aujourd'hui... C'était une levée en Bitcoin en l'occurrence. Enfin, on pouvait se donner en Lightning d'ailleurs à l'époque. Qui Éclair. Et donc, Gloire aussi, c'est celui qui a cofondé l'Africa Bitcoin Conference. Donc, c'était une grosse conférence qui avait lieu au Ghana, à laquelle j'ai pu participer. Et voilà. Et en fait, on est devenus potes quoi, avec le temps. Chaque fois que je suis à Goma, soit il passe à la maison, soit je vais le voir. Il a ouvert le premier bar où on peut dépenser en Bitcoin pour acheter ses consos. Il a ouvert le premier comptoir physique où on peut changer du franc congolais ou du dollar contre du Bitcoin et inversement. Et il fait des formations 2 fois par semaine, des conférences, voilà, où j'ai pu participer plusieurs fois. Et donc, peut-être avant d'arriver à l'université, je fais une parenthèse, mais puisque tu en parles. C'est quoi l'usage de Bitcoin à Goma ? Ça reste Gloire, un café et 3 personnes ou c'est plus répandu ? Comment ça se passe ? Parce qu'on se figure mal depuis, en plus c'est souvent quelque chose qui est dit beaucoup en France et finalement, en gros le Bitcoin c'est un truc d'hommes blancs riches qui habitent en métropole parisienne. Ce n'est pas exactement le cadre auquel toi tu es confronté, non, donc raconte-nous ce qui se passe sur le terrain. Pour le contexte africain, il faut savoir qu'en Afrique, les gens ont l'habitude d'utiliser la mobile money depuis au moins 20 ans. Donc c'est des codes comme dièse 1, 2, 3 dièse avec Orange ou autre, où on s'envoie de la mobile money comme ça. Sauf qu'en fait, c'est quoi ? C'est un token qui est émis par un fournisseur de réseau. Donc c'est le token d'Orange, de Vodacom, de RTL. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et ce qui est hyper injuste dans cette méthode de transfert d'argent, c'est que plus on fait des petits montants, plus les frais sont élevés. Si on est en dessous de $50, c'est entre 8 et 10% de frais. Alors que les gens, déjà, $100, c'est un salaire d'un mois pour certaines personnes. Ça n'a aucun sens. Donc Gloire, il se bat justement pour faire comprendre aux gens qu'il existe des alternatives sérieuses, qui coûtent bien moins cher que tout ce que les gens connaissent aujourd'hui, pour utiliser ça. Il y a Machenkura aussi, qui est une application qui permet de faire des envois comme avec la mobile money, si on n'a pas de smartphone, en Bitcoin. Et donc du coup, on a des codes avec des opérateurs. Bon, au Congo, c'est pas effectif parce qu'il faut avoir des partenariats avec les opérateurs pour leur laisser un slot USSD, on appelle ça. C'est juste pour pouvoir inscrire ton code sur les réseaux. Mais en tout cas, ça se développe en Afrique pour que les gens fassent une transition qui soit assez simple, de passer de leur mobile money à Bitcoin pour l'usage. Il faut savoir aussi qu'au Congo, on paye tout en dollars. Enfin, le dollar, c'est américain, tu vois. Le franc congolais, c'est pareil, le franc congolais. Et donc, du coup, c'est un moyen pour que les gens redeviennent un peu souverains de leur monnaie et puissent garder de côté sans avoir des matelas remplis de billets comme c'est le cas en Afrique. C'est comme chez nous à l'époque. Les gens cachent de l'or, cachent les billets, se font voler la maison, ils ont perdu les économies de toute une vie. Donc du coup, il y a vraiment... J'avais vu une vidéo avec Gloire où il racontait aussi le rapport à la monnaie n'est pas du tout le même parce qu'il disait
bon, ok, vous avez vos banques centrales, etc. C'est pas génial, mais nous, nos banquiers centraux, c'est des gens qui créent de la monnaie sur leur compte bancaire. Et on est dans un autre niveau de délire en termes de confiance qu'on peut accorder à la monnaie, en l'occurrence le franc congolais. Alors après, je ne sais pas si tout ça est vrai, mais en tout cas, d'un point de vue du rapport à la confiance à la monnaie, c'est sûr que je suppose que Bitcoin qui arrive dans ce contexte-là, c'est pas exactement pareil que Bitcoin qui arrive, encore une fois, à une personne qui a un compte bancaire en euros et qui a d'autres alternatives. D'autres choses à dire là-dessus En fait, pour revenir à ce que ça... Sur le Bitcoin en Afrique, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il y a que les personnes aujourd'hui n'ont pas de compte en banque, mais elles ont un compte Airtel Money. Tu vois, et alors qu'elles pourraient avoir un compte en Bitcoin pour faire exactement la même chose. Sinon, dans la création des fermes en fait, qu'on met en place, donc, parce que tu me posais la question de l'énergie qui est captée jusqu'à la machine qui produit le Bitcoin, il y a quand même une étape qui est centrale et qui est la plus importante, c'est que les vrais mineurs, ce sont nos équipes sur place. Ce sont les gars qui sont là à gérer les machines, à gérer le parc. Et ces gens-là, on a capitalisé sur leur formation, en fait, plutôt que de renvoyer... faut imaginer qu'on est vraiment au milieu de la jungle. Quand on veut faire venir du matos, donc par bateau par exemple, ça part de Chine pour les machines, ça arrive à Dar es Salaam en Tanzanie, c'est dédouané pour arriver à Kigali au Rwanda, donc tu payes les douanes, le de transit. Comment c'est amené d'ailleurs de Tanzanie à Kigali? C'est l'avion ou c'est... Alors Tanzanie, routier? Kigali, ça se colle. Donc en fait, nous on est au port de Dar es Salaam, donc tout arrive en conteneur de Chine. Oui, mais le port et Kigali, c'est pas à côté. Dar es Salaam, non, après ça prend la route. C'est la route, c'était ça ma question. Oui, Tanzanie. Oui, non, ça prend la route après. Ok, c'est la route, c'était ça ma question. 6 jours de transport à peu près pour arriver jusqu'à là où on est nous. Et après, une fois Tanzanie, Kigali, Goma, donc dédouané encore une fois, et après ça prend la route avec un convoi sécuritaire et tout ça du parc. Donc ça met du temps. Et si on devait renvoyer une machine en panne, on payerait le prix de la machine en aller-retour en transport pour la réparation. Donc on a préféré capitaliser sur la formation des gars sur place, qui soient à même de pouvoir réparer la moindre petite puce, le moindre condensateur, et donc on répare toutes nos machines sur place en fait. Donc on a notre propre atelier de microélectronique, et ça en termes de compétences et de connaissances, je crois que si on trace un cercle de 1000 km autour de nous, on est les seuls à faire ça dans ce pays et autour. Et ça c'est quand même quelque chose d'énorme, parce que ces gars-là avec une compétence comme celle-ci peuvent suggérer à même partir outre le Congo pour continuer d'évoluer, etc. Et moi je les pousse à ça. Donc ça c'est une chance. C'est combien de personnes à peu près en termes Alors, à Ivingu, il y a 17 personnes. Là, l'autre ferme que je suis en train de monter, il y a 9 personnes pour l'instant. Mais voilà, et ça va tendre... 17 personnes pour, du coup, 5-6 mégawatts, c'était ça? Ah non, là, à Ivingu, du coup, il y a 14 containers qui sont en fonction. Ah, donc c'est beaucoup plus. Voilà, il y a quand même un peu... Là, on atteint les 10, on est entre 10 et 12 mégas sur la centrale. Sachant qu'il y a 600 kilos qui sont utilisés à peu près par la population, entre 600 et 800. Donc, il ne reste pas grand-chose. Là, on développe un dernier petit container qui va être pour du délestage principalement. Mais voilà, du coup, on est arrivé full capacité. Là. Et donc c'est à partir de la formation de ces techniciens que la question s'est posée de justement comment déployer cette formation à travers l'université, par exemple. Alors pour l'université, effectivement, parce que moi j'adore transmettre, j'adore passer du temps dans le conteneur avec les équipes et leur montrer les choses, faire les choses tous ensemble. Chaque fois que j'ai fait les petites conférences avec Gloire, donc au Genesis Bar à Goma, il m'avait parlé de ça, que justement si on voulait avoir encore plus d'impact, il fallait aller toucher sur les générations futures et ceux qui étudient. C'est là qu'il faut faire changer les choses. Et donc, voilà, moi je les ai accompagnés au début, les premiers rendez-vous avec l'Unigom. Et ce qui est arrivé comme une évidence, c'est qu'avec la section agro, on peut leur fournir dans des petites centrales à chaleur. Il faut imaginer comme les serres agricoles en plastique comme ça, où à l'intérieur, il y a des racks de casier cadenassés, où n'importe qui peut venir de manière communautaire utiliser une partie de cette chaleur. Donc pour l'université de Goma, ça peut être les agronomes, ça peut être des femmes environnantes aussi qui peuvent venir pour travailler avec les agronomes pour des projets de séchage, j'en sais rien, de gingembre, de fraises, enfin de n'importe quoi. Et il y a aussi des mycologues qui sont donc à l'université, à la section agro, qui étudient les champignons. Ouais, qui veulent justement utiliser la chaleur pour ensuite, une fois les champignons produits, sécher et faire des extraits, tout ça. Mais du coup, là où c'est génial, c'est que c'est eux qui vont pouvoir expérimenter et trouver les usages de demain avec l'université. Donc avec l'Unigom, c'était un peu comment créer une passerelle entre le monde de l'innovation, la technologie, et puis c'est quand même de l'informatique système réseau classique pour gérer une ferme, on va dire. Donc ça peut leur permettre de se faire la main sur une petite infrastructure. Et de l'autre côté, il y a la section agro. Donc en fait, on crée une passerelle entre l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Donc voilà, c'était assez chouette de pouvoir réunir la section, le pôle innovation et le pôle agro pour qu'ils puissent bosser ensemble sur des projets, sur
sur des usages de cette chaleur, ou même s'ils veulent bricoler les machines pour optimiser, ou j'en sais rien, sur la section électronique, ils peuvent trouver n'importe quoi comme use case à faire avec ça. Donc on leur donne de la matière, et après c'est à eux de Donc finalement, là, dans toutes ces initiatives-là, finalement, c'est devenu des initiatives qui sont communautaires. L'initiative, alors que je vais peut-être te laisser en parler, que toi tu appelles aujourd'hui CryptoSuite, c'est quoi? Alors, suite à l'histoire des bonbons, du séchage de fruits dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le déshydrateur, je suis parti dans l'idée, encore une fois, de vouloir trouver une passerelle. 90% du temps, en gros, quand je parle de Bitcoin, de crypto, de ce qui me passionne là-dedans, les gens font bonne figure, parce que j'arrive à bien les capter, etc. Mais 90% du temps, ils n'iront pas se renseigner plus loin derrière. Et moi, je trouve ça bien dommage. Par contre, 90% du temps, tu parles de bouffe ou de bonbons à quelqu'un, la première réaction, c'est je peux goûter. Donc, comment tu crées un pont, en fait, entre ce côté technique qui me plaît et ce côté de la nourriture qui touche tout le monde? Tu sais comment ils sont faits, ces bonbons? Tiens, tu as déjà goûté le goût du Bitcoin? Ben voilà. Et c'était ça l'idée de CryptoSuite, en fait. C'était de faire un bonbon fun. Et donc les gens aiment bien le goût du Bitcoin. Ceux qui l'ont goûté, oui. J'en ai fait une toute petite série que j'ai distribuée à CryptoXR l'an dernier. Ça a fait un carton. Tout le monde, après, peut-être que les gens n'étaient pas honnêtes en face, mais en tout cas, tout le monde a trouvé ça génial. Et voilà, malheureusement, c'est juste le temps qui me manque aujourd'hui pour pouvoir développer un peu plus sur ça, mais c'est toujours dans les rails. CryptoSuite, je veux absolument le faire. Sauf qu'avec la rencontre de Christophe, donc, qui gère le fonds Odari, donc ça, c'est une autre initiative à Goma. Parle-nous du fonds Odari. Le fonds Odari, donc, c'est une initiative qui vise à faire des microcrédits pour les femmes entrepreneuses. Donc ça peut être des agricultrices, des couturières, une femme qui veut ouvrir un petit business de boissons, enfin, peu importe le projet, mais que des femmes. Et l'idée, c'est que ça fonctionne en circulaire. Donc, ce qui a été remboursé précédemment sert à financer les futures personnes, voilà, les futurs bénéficiaires. Et donc, donc il y a 57 projets, je crois, qui ont été financés. Ils sont à 97% de remboursement, ce qui est quand même plutôt un succès, moi, je trouve. L'idée, c'était que dans ces personnes qui ont été financées, il y a beaucoup d'agricultrices, donc des productrices de fruits ou de légumes, qui ont de la matière et qui jettent de la matière. Avec le fonds Odari et l'Unigom, il y a une espèce de trinité qui se fait comme ça, où on leur met en place les séchoirs, on leur apprend à sécher donc les fruits et à avoir des techniques de conservation, et on leur donne le choix, soit de nous revendre le produit séché pour être sûr qu'ils aient quelqu'un pour leur acheter, ou soit de développer eux-mêmes leur marque de fruits séchés, les petites mangues séchées et tout ça, c'est délicieux. Donc, beaucoup de gens qui aiment les mangues séchées, je fais un coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra. Et donc l'idée, c'était d'aller plus loin que juste des bonbons fun, c'était de faire un peu une coopérative, et donc de leur proposer de participer à CryptoSuite en nous vendant la matière première, ou de vendre leurs fruits séchés comme elles le souhaitent. Et donc avec l'Unigom, donc il y a le premier séchoir qui va être mis en place, le pilote on va dire, qui permettra aux femmes du fonds Odari qui sont productrices de venir se former et donc sécher leurs fruits, donc d'où l'idée des casiers avec le cadenas où chacun a son casier. Et donc voilà, du coup c'est rien ne se perd, tout se transforme encore une fois. Et... Donc là on a effectivement un projet dans lequel le minage sert à créer ces séchoirs qui vont aider un certain nombre notamment d'agricultrices à produire plus de fruits ou en tout cas à récupérer ce qui aurait pu être un invendu précédemment. Donc tu améliores la rentabilité ou en tout cas la capacité de remboursement de microcrédits qui eux ont été amenés par le fonds Odari et en fait en le faisant tu crées un effet boule de neige aussi sur le développement dans la communauté. Est-ce que les gens savent sur place lorsqu'on parle du fonds Odari, lorsqu'on parle de l'Unigom, quand on parle du réseau électrique, quand on parle du séchage de fruits, du décuplement de la production alimentaire, est-ce que les gens savent qu'au départ, l'effet papillon, c'est l'effet Bitcoin? Non, je pense pas. Je pense que les gens ne savent pas. Les gens voient qu'il y a plus d'emplois, voient qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place, que voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais je ne pense pas qu'à l'origine, ils se disent « Ah, c'est Bitcoin ». Ils n'ont même pas cette vision-là. Et de toute façon, vu leur contexte et vu la manière dont ils vivent la chose là-bas, que ça soit Bitcoin ou que ça soit n'importe quoi, en fait, ils sont juste contents parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, voilà. Et je pense aussi qu'avec le contexte actuel, il vaut peut-être mieux rester un peu discret aussi sur le fait que ce soit Bitcoin parce que ça peut attirer de mauvaises personnes très rapidement. On le voit ici en France. Hein. Voilà, ils savent qu'il y a des choses qui se passent, il y a des initiatives qui se développent, ça bouge. Mais je crois que la majorité des gens ne savent pas que c'est à cause de Bitcoin ou grâce à Bitcoin. Et pour eux, c'est Virunga. Ah, c'est encore grâce à Virunga. Je pense. Ce qui n'est pas plus mal aussi. Non, c'est très bien. Mais ça pose forcément une question que beaucoup de gens se sont posées, à savoir, finalement, toi, tu es arrivé avec ton conteneur de minage, ton deuxième conteneur, tes 6 conteneurs, tes 10 conteneurs, avec tous les effets qu'on a déjà détaillés.
Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi ça n'a pas été fait autrement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis de l'IA pour faire ça? Enfin, tu vois, c'est souvent les questions qui sont mentionnées. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est différent avec le minage de Bitcoin? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas goûter des fruits séchés au serveur d'IA? Alors, nous, dans notre contexte, principalement au Congo, pour tout ce qui est des HPC, donc des calculs de performance pour l'IA, etc. notamment, on a besoin d'une bande passante, d'une latence très très faible en fait, et d'une grande bande passante. Le problème, c'est que bon, Starlink, ça a ses limites pour ça au niveau de la latence. Donc du coup, on ne peut pas faire d'IA là-dessus. Mais ce qu'il y a de génial avec le minage de Bitcoin, et pas que au Congo, c'est qu'on est une industrie mobile. C'est-à-dire qu'on veut, on veut pomper 1 MW, 2 MW, 5 MW d'électricité en quelques semaines, en une semaine même, je suis sûr, les 5 containers peuvent être déployés et mis en fonction. Il n'y a aucune autre industrie qui peut capter autant d'énergie, valoriser donc cette énergie excédentaire perdue, puisque nous, c'est vraiment ce sur quoi on est axé. Une usine, une fois qu'elle est montée, elle ne bouge plus, c'est terminé. Et une fois qu'elle est quelque part, qu'elle a son site de production, elle ne va pas aller se déplacer. Là, donc du coup, nous, on est mobile, on est dans des containers, on est hyper flexible là-dessus. Et jusqu'à présent, je ne connais pas d'autres industries qui soient aussi flexibles que la nôtre. L'avantage aussi, c'est que les machines sont conçues pour être allumées, éteintes à la demande. Pareil, dans aucune industrie, tu as des serveurs informatiques, des serveurs d'IA, c'est terminé. Si tu les coupes, que tu rallumes à chaque fois, tu as perdu le fil de tes calculs. Le temps que tu reviennes, que tu sois dans la queue pour pouvoir... c'est impossible. Enfin, voilà. Donc nous, c'est vraiment, on est le plus flexible des industries possibles et les plus gros consommateurs de cette énergie excédentaire. Donc partout, il y a, que ce soit du flare gaz, de l'hydro, enfin, de la géothermie, n'importe quoi. On est là, on peut venir, on peut consommer et valoriser ce surplus. Et des surplus, il y en a partout dans le monde. Il faut juste les identifier et faire comprendre aux gens qui ont ce surplus qu'il y a un énorme intérêt de travailler avec des gens comme nous. C'est gagnant-gagnant sur toute la ligne, en fait. Tu parlais du fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'était de mémoire 600 kilowatts qui étaient pris pour la population locale et plus une dizaine de mégas. 800 kilos, ils consomment les gens sur les bingos. L'objectif, in fine, c'est pas de faire du minage pour le principe, tu l'as dit, c'est de développer le réseau pour que, in fine, les populations locales puissent consommer de l'électricité, substituer la biomasse, le charbon de bois, le braconnage, etc. par l'électrification. On en parle beaucoup de l'électrification des besoins en France, mais en réalité, lorsqu'on est au milieu d'une jungle vierge et qu'on veut aller cuisiner ou se chauffer, en fait, ça conduit à nécessairement venir rogner sur ce patrimoine très important. Mais quand on aura atteint cet objectif de pouvoir donner de plus en plus d'électricité à la population locale, déjà, première question, c'est pour quand? C'est quoi l'horizon de temps? Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, est-ce que toi, tu poseras tes bagages ailleurs avec tes conteneurs pour changer la vie d'autres personnes, ou est-ce que tu resteras sur place? Est-ce que c'est dans trop longtemps pour que ça te concerne? C'est quoi l'horizon de temps et le futur? Alors, je n'ai pas la vision temps avec un chiffre à donner, je ne l'ai pas exactement. Mais je sais qu'en tout cas, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans ce sens-là, c'est en ce sens, c'est fait pour que la population consomme de plus en plus. Et nous, si on est sur les conteneurs comme ça, c'est de pouvoir être mobile et donc se diriger vers les nouvelles sources d'énergie qu'il pourrait y avoir. Actuellement, il y a une discussion pour un développement, c'est qu'il y a le Green Corridor au Congo, donc ça fait plus de 2900 km, il me semble, entre moi où je me trouve, côté Goma, jusqu'à Kinshasa. Et en fait, le grand projet là, du parc, maintenant, tout est capitalisé pour ça, c'est de développer des industries qui soient green, qui aident localement, tout le long du Green Corridor. Il faut savoir que tout le long de ce Green Corridor, il y a au moins une cinquantaine de centrales hydroélectriques qui ont été abandonnées par les colons belges. Et l'idée, c'est de peut-être suggérer de nouveaux projets avec de nouveaux fonds européens ou autres pour réhabiliter ces centrales, pour développer des industries localement ou dans les zones où se trouvent ces centrales-là. Mais bien sûr que quand la centrale va pouvoir produire, on va mettre des containers de mining directement. Il n'y a pas mieux comme booster de rentabilité sur une exploitation électrique. Donc tu as 3000 km de fleuve Congo devant toi. A priori, tu ne seras pas au chômage l'an prochain. C'est l'idée. Non. En tout cas, moi, j'envisage de faire ma vie dans le parc et avec le parc Virunga, ça c'est certain. Tout ce qu'il y a à développer, tout ce qu'il y a à faire. Là, j'ai parlé que des projets les plus aboutis, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, des idées, j'en ai un paquet. Quand je discute avec Emmanuel de Mérode, des idées s'affusent dans tous les sens aussi, et je sais qu'il y a un champ des possibles qui est monumental pour développer des choses au Congo justement et pour aider. Tu sais, le développement d'une civilisation, ça passe par les routes, l'électrification et l'eau.
Au Congo, tu as encore 80% à faire sur ces 3 axes-là, tu vois, c'est phénoménal. Donc je sais qu'on a encore de beaux jours devant nous pour pouvoir développer des projets qui ont énormément de sens et d'impact positif sur les localités. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour localement et ailleurs? Et une deuxième question qui suit, comment est-ce que les gens peuvent t'aider s'ils souhaitent t'aider? Ce qu'on peut me souhaiter, mais que tous les projets se passent le mieux possible et qu'on continue ça très longtemps et que ça ait plein d'impacts positifs. On peut souhaiter un Bitcoin à 1 million dans pas longtemps aussi. Et sinon, pour nous aider, alors par le passé, tu vois, j'avais plus la casquette entrepreneur, on va dire, à proposer la solution clé en main. Venez chez Gwensas, on vend des super machines avec tout l'entretien qui va bien, la maintenance. Et donc vous devenez producteur de Bitcoin plutôt que de les acheter. Aujourd'hui, je tends, voilà, j'ai quand même ma boîte, on continue de faire fonctionner tout ça pour les clients historiques, mais j'ai plus du tout l'appétence que j'avais avant. Là, c'est très philanthrope tout ce que je fais aujourd'hui, et c'est juste suivez ce qu'on fait au sein du parc. Voilà, soyez attentifs à tous les projets qu'on développe. Il y a pas un endroit où on peut se préinscrire pour recevoir des ananas séchés, des mangues séchées? Alors si, il y a un site, il y a crypto-suite.com où il y a une liste d'attente pour quand le projet sera un peu plus avancé, pour que les gens en avant-première puissent goûter ça et découvrir. Mais sinon, après, voilà, sur les réseaux, je suis très peu présent. Je passe mon temps à bosser dans le jungle au Congo. Donc voilà, il n'y a que les quelques conférences ou les quelques événements quand je viens en France pour voir tous les copains, quoi. Et sinon, voilà, suivez ce que fait le parc Virunga sur les différents réseaux, Twitter. Et un mot plus macro, en prise de vue. Pour les spectateurs, évidemment, on vient de plonger avec toi dans un environnement qui est quand même très différent de ce qu'on vit en France, hein, pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, quand on va se remettre dans le quotidien, en tout cas le quotidien qui est plus proche du mien, c'est-à-dire le rapport avec le traitement politique, médiatique du sujet, etc. Et là, on va sortir de cette conversation et je sais que dans quelques heures, je vais avoir oui, mais de toute façon, Bitcoin n'a pas d'impact social, Bitcoin détruit la planète, Bitcoin c'est pour les riches occidentaux. Ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que tu leur dis? Viens avec moi dans le Nord Kivu, viens que je te montre les fermes de minage qu'on développe, la chocolaterie, la minoterie, et va parler aux gens qu'on emploie, voir comment ça se passe avec eux, si ça n'a pas un réel impact local, et si ça ne donne pas du sens de faire du minage de Bitcoin dans ce contexte-là. Voilà. C'est la seule chose que je dirais, viens avec moi, viens voir. Merci Thomas. Donc tu nous as dit pour les endroits où te suivre, finalement, tu n'étais pas très présent sur les réseaux, mais par contre, on peut donc s'inscrire sur crypto-suite.com. Ouais. On peut suivre le parc des Virunga, on peut acheter du chocolat des Virunga qui lui est déjà produit et a le goût du Bitcoin. Les gens, voilà, on vous laissera goûter le chocolat des Virunga pour nous dire quel goût le Bitcoin a. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir de raconter tout ça. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des recommandations, des suggestions d'intervenants, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. C'était Alexandre pour la chaîne Bitstack, l'application numéro 1 d'épargne en Bitcoin en France.